une race de cuisiniers. Dans cette ascension, une étape significative fut la domestication du feu. Il y a 800 000 ans déjà, certaines espèces humaines faisaient peut-être à l'occasion du feu. Voici environ 300 000 ans, Homo erectus, les Néandertals et les ancêtres d'Homo sapiens faisaient quotidiennement du feu. Les humains disposaient alors d'une source de lumière et de chaleur fiable, ainsi que d'une arme redoutable contre les lions en maraude. Peu après, les hommes ont bien pu commencer à mettre délibérément le feu aux alentours de leur habitat. Un feu soigneusement maîtrisé pouvait transformer des fourrés stériles et infranchissables en pâture de choix grouillant de gibier. En outre, le feu, une fois éteint, les entrepreneurs de l'âge de pierre arpentaient les restes fumants à la recherche d'animaux carbonisés, de noix et de tubercules. Mais la meilleure chose qu'ait apporté le feu, c'est la cuisine. Des aliments indigestes sous leur forme naturelle, ainsi du blé, du riz et des pommes de terre, devinrent des produits de base de notre régime grâce à la cuisine. Mais le feu ne changea pas seulement la chimie des aliments, il en changea aussi la biologie. La cuisine tua des germes et des parasites qui infestaient les aliments. Il devint aussi beaucoup plus facile aux hommes de mâcher et de digérer leurs vieux aliments favoris en les cuisinant, fruits, noix, insectes et charognes. Tandis qu'un chimpanzé passe 5 heures à mâchonner de la nourriture crue, 1 heure suffit à un homme qui mange de la nourriture cuisinée. L'apparition de la cuisine permit aux hommes de manger des aliments plus variés, de passer moins de temps à se nourrir, et de le faire avec des dents plus petites et des intestins plus courts. Selon certains spécialistes, il existe un lien direct entre l'apparition de la cuisine, le raccourcissement du tube digestif et la croissance du cerveau. Les longs intestins et les gros cerveaux, dévorant chacun de l'énergie, il est difficile d'avoir les deux. En raccourcissant les intestins et en réduisant leur consommation d'énergie, la cuisine a, sans le vouloir, ouvert la voie au jumbo-cerveau des Néandertals et des Sapiens. Le feu a aussi ouvert le premier gouffre significatif entre l'homme et les autres animaux. La puissance de presque tous les animaux leur vient de leur corps. La force de leurs muscles, la taille de leurs dents, l'envergure de leurs ailes. S'ils peuvent exploiter vents et courants, ils sont bien incapables de maîtriser ces forces naturelles et sont toujours contraints par leur physique. Les aigles, par exemple, identifient les colonnes qui s'élèvent du sol, déploient leurs ailes géantes et laissent l'air chaud les porter. En revanche, ils ne sauraient maîtriser la place des colonnes et leur capacité de portage maximale est strictement proportionnelle à leur envergure. Domestiquant le feu, les hommes s'emparèrent d'une force obéissante et potentiellement illimitée. À la différence des aigles, ils purent choisir quand et où allumer une flamme, puis exploiter le feu pour diverses tâches. Qui plus est, la puissance du feu n'était pas limitée par la forme, la structure ou la vigueur du corps humain. Une femme seule avec un silex et un bâton à feu pouvait brûler une forêt entière en quelques heures. La domestication du feu était un signe des choses à venir. Gardiens de nos frères. Malgré les bénéfices du feu, les humains d'il y a 150 000 ans étaient encore des créatures marginales. Ils pouvaient maintenant effrayer les lions, se réchauffer quand les nuits étaient fraîches et à l'occasion brûler la forêt. Mais, toute espèce humaine confondue, ils étaient moins d'1 million à vivre, en s'en sortant à peine entre l'archipel indonésien et la péninsule ibérique. Un simple blip sur le radar écologique. Notre propre espèce, Homo sapiens, était déjà présente sur la scène mondiale, mais jusque-là, elle se mêlait de ses affaires dans un coin de l'Afrique. Nous ne savons pas exactement quand les animaux que l'on peut classer comme Homo sapiens ont évolué à partir d'un type d'humain antérieur, mais la plupart des spécialistes conviennent cependant qu'il y a 150 000 ans, l'Afrique orientale était peuplée de sapiens qui nous ressemblaient énormément. Si l'un d'eux finissait dans une morgue aujourd'hui, le pathologiste ne remarquerait rien de particulier. Grâce aux bienfaits du feu, ils avaient des dents et des mâchoires plus petites que leurs ancêtres, alors qu'ils avaient des cerveaux massifs d'une taille égale aux nôtres. Les spécialistes s'accordent aussi à penser qu'il y a environ 70 000 ans, Sapiens atteignit l'Arabie depuis l'Afrique orientale et que depuis la péninsule arabique, cette population a rapidement investi le bloc continental eurasien. Quand l'Homo sapiens débarqua en Arabie,
la majeure partie de l'Eurasie était déjà colonisée par d'autres êtres humains. Qu'advint-il d'eux? Il existe deux théories contradictoires. La théorie du métissage raconte une savoureuse histoire d'attirance, de sexe et de mélange. Les immigrants africains, essaimant autour du monde, se mêlèrent à d'autres populations humaines. Les populations actuelles sont le fruit de ce mélange. Par exemple, quand les sapiens atteignirent le Moyen-Orient et l'Europe, ils rencontrèrent des Néandertals. Ces humains étaient plus musclés que les sapiens, avaient des cerveaux plus grands et étaient mieux adaptés au climat froid. Utilisant des outils et le feu, ils étaient habiles à la chasse. Visiblement, ils prenaient soin de leurs malades et de leurs infirmes. Les archéologues ont découvert des os de Néandertal qui vécurent de longues années avec de graves handicaps physiques, preuve que leurs parents s'occupaient d'eux. Les Néandertals sont souvent caricaturés au point que l'on en fait l'archétype de l'homme des cavernes, brutal et stupide, mais des données récentes ont changé leur image. Selon la théorie du métissage, quand Sapiens se répandit dans les terres des Néandertals, il fraya avec ceux-ci, jusqu'au mélange des deux populations. Si tel est le cas, les Eurasiens actuels ne sont pas de purs sapiens, mais un mélange de sapiens et de Néandertals. De même, quand Sapiens atteignit l'Asie de l'Est, il se mêla à l'Erectus local, si bien que Chinois et Coréens sont un mélange de sapiens et d'Erectus. L'approche opposée, la théorie du remplacement, raconte une histoire très différente d'incompatibilité et de révulsion, voire de génocide. Selon cette théorie, les sapiens et les autres humains avaient des anatomies différentes et très probablement des habitudes d'accouplement, voire des odeurs différentes. Sexuellement, ils ne se seraient guère intéressés les uns aux autres. Même si un Roméo néandertal et une Juliette sapiens étaient tombés amoureux, leurs enfants eussent été incapables d'engendrer à leur tour parce que le fossé génétique qui séparait les deux populations était déjà infranchissable. Les deux populations restèrent entièrement distinctes, et quand les Néandertals moururent, ou furent tués, leurs gènes disparurent avec eux. Dans cette optique, Sapiens remplaça toutes les populations humaines antérieures sans se mêler à elles. Si tel est le cas, on peut faire remonter tous les lignages humains contemporains à la seule Afrique orientale, voici 70 000 ans. Nous sommes tous de purs sapiens. Ce débat est lourd de conséquences. Dans la perspective de l'évolution, 70 000 ans est un intervalle relativement bref. Si la théorie du remplacement est juste, tous les hommes vivants possèdent grosso modo le même bagage génétique, et les distinctions de race sont quantité négligeable. En revanche, si la théorie du métissage est exacte, il pourrait bien exister des différences génétiques entre Africains, Européens et Asiatiques qui remontent à des centaines de milliers d'années. C'est de la dynamite politique qui peut donner des matériaux à des théories raciales explosives. Dans les dernières années, la théorie du remplacement a été communément reçue. Elle se prévalait de données archéologiques plus solides, et elle était plus politiquement correcte. Les chercheurs n'avaient aucune envie d'ouvrir la boîte de Pandore du racisme en invoquant une diversité génétique significative entre populations humaines modernes. Mais cette situation a pris fin en 2010, quand ont été publiés les résultats de 4 années d'efforts pour dresser la carte du génome néandertalien. Les généticiens ont recueilli suffisamment d'ADN intact sur des fossiles pour procéder à une large comparaison avec l'ADN des humains contemporains. Les résultats ont stupéfié la communauté scientifique. Il est apparu que de 1 à 4% de l'ADN unique des populations modernes du Moyen-Orient et d'Europe est de l'ADN de Néandertal. Ce n'est pas énorme, mais c'est significatif. Un second choc survint quelques mois plus tard, quand il apparut que l'ADN extrait du doigt fossilisé de Denisova partageait jusqu'à 6% de son ADN unique avec les Mélanésiens et les aborigènes d'Australie actuels. Si ces résultats sont valables, et il ne faut pas perdre de vue que de nouvelles recherches en cours peuvent corroborer ces conclusions ou les corriger, les tenants du métissage ont eu au moins raison sur certains points. Pour autant, cela ne signifie pas que la théorie du remplacement soit totalement fausse. Les Néandertals et les Denisoviens, n'ayant fourni qu'une petite quantité d'ADN à notre génome actuel,
on ne saurait parler de fusion entre sapiens et d'autres espèces humaines. Si les différences entre elles n'étaient pas assez importantes pour empêcher entièrement des rapports féconds, elles étaient suffisantes pour rendre ces contacts très rares. Mais alors, comment comprendre la parenté biologique des sapiens, des Néandertals et des Denisoviens? Visiblement, il ne s'agissait pas d'espèces tout à fait différentes comme les chevaux et les ânes. Par ailleurs, ce n'étaient pas non plus juste des populations différentes de la même espèce comme les bulldogs et les épagnols. La réalité biologique n'est pas en noir et blanc. Il existe d'importantes zones grises. Deux espèces ayant évolué à partir d'un ancêtre commun comme les chevaux et les ânes ont été à une époque simplement deux populations de la même espèce comme les bulldogs et les épagnols. Il dut y avoir un moment où les deux populations étaient déjà très différentes l'une de l'autre, mais encore capables, en de rares occasions, d'avoir des relations sexuelles et d'engendrer des rejetons féconds. Puis, une nouvelle mutation trancha ce dernier fil, et les deux espèces suivirent des voies évolutives séparées. Il semble que voici 50 000 ans environ, Sapiens, Néandertal et Denisoviens aient été à ce point limite. C'étaient des espèces presque entièrement séparées, mais pas tout à fait. Les sapiens, nous le verrons dans le prochain chapitre, étaient déjà très différents des Néandertals et des Denisoviens par leur code génétique et leurs traits physiques, mais aussi par leurs capacités cognitives et sociales. Il apparaît pourtant qu'il était encore possible, à de rares occasions, à un sapiens et à un Néandertal de donner un rejeton fécond. Les populations n'ont donc pas fusionné, mais quelques gènes Néandertals chanceux ont eu la chance de monter dans l'express sapiens. Il est déroutant, voire saisissant, de penser qu'il fut un temps où nous, sapiens, pouvions copuler avec un animal d'une espèce différente et avoir des enfants ensemble. Mais si les Néandertals, les Denisoviens et autres espèces humaines n'ont pas été purement et simplement assimilés par les sapiens, pourquoi ont-ils disparu? Une possibilité est que l'Homo sapiens les ait poussés à l'extinction. Imaginez une bande de sapiens arrivant dans une vallée des Balkans habitée depuis des centaines de milliers d'années par des Néandertals. Les nouveaux venus se mirent à chasser le cerf et à ramasser les noix et les baies qui étaient la nourriture de base traditionnelle des Néandertals. Forts de meilleures techniques et de compétences sociales supérieures, les sapiens étaient des chasseurs et des cueilleurs plus efficaces, ce qui leur permit de se multiplier et d'essaimer. Moins doués, les Néandertals eurent alors de plus en plus de mal à se nourrir. Leur population s'amenuisa jusqu'à dépérir lentement, hormis peut-être un ou deux membres qui rejoignirent leurs voisins sapiens. Une autre possibilité est que la concurrence autour des ressources ait dégénéré en violence et en génocide. La tolérance n'est pas une marque de fabrique du sapiens. Dans les temps modernes, une petite différence de couleur de peau, de dialecte ou de religion a suffi à pousser un groupe de sapiens à en exterminer un autre. Les anciens sapiens auraient-ils été plus tolérants envers une espèce humaine entièrement différente? Il se peut fort bien que la rencontre des sapiens et des Néandertals ait donné lieu à la première et la plus significative campagne de nettoyage ethnique de l'histoire. Quoi qu'il ait pu se produire, les Néandertals et les autres espèces humaines sont un des grands « et si » de l'histoire. Imaginez comment les choses auraient pu tourner si les Néandertals et les Denisoviens avaient survécu à côté des Homo sapiens. Quel genre de culture, de société et de structure politique serait apparu dans un monde où auraient coexisté plusieurs espèces d'hommes? Par exemple, comment les confessions religieuses se seraient-elles développées? Lirait-on dans le livre de la Genèse que les Néandertals descendent d'Adam et Ève? Jésus serait-il mort pour les péchés des Denisoviens? Et le Coran eût-il réservé des places au ciel pour tous les justes, quelle que fût leur espèce? Les Néandertals auraient-ils pu servir dans les légions romaines ou la bureaucratie tentaculaire de la Chine impériale? La déclaration d'indépendance américaine affirmerait-elle, comme une évidence, que tous les membres du genre Homo sont créés égaux? Karl Marx eût-il appelé à l'union les prolétaires de toutes les espèces? Au fil des 10 000 dernières années, Homo sapiens s'est si bien habitué à être la seule espèce humaine que nous peinons à envisager toute autre possibilité. Faute de frères et sœurs,
il nous est plus facile de nous imaginer comme la quintessence de la création, séparée du reste du règne animal par un gouffre béant. Quand Charles Darwin expliqua qu'Homo sapiens n'était qu'une espèce d'animal parmi les autres, les gens poussèrent de hauts cris. Aujourd'hui encore, beaucoup refusent d'y croire. Si les Néandertals avaient survécu, nous considérerions-nous encore comme une créature à part? Peut-être est-ce précisément ce qui incita nos ancêtres à effacer les Néandertals. Ils étaient trop familiers pour que l'on feigne de les ignorer, trop différents pour qu'on les tolère. Qu'il faille ou non les en blâmer, les sapiens n'étaient pas plutôt arrivés quelque part que la population indigène s'éteignait. Les derniers restes d'Homo soloensis datent d'environ 50 000 ans. L'Homo denisova disparut peu après, il y a quelques 40 000 ans. Les Néandertals quittèrent la scène voici près de 30 000 ans. Les derniers nains humains ont disparu de l'île Flores il y a environ 12 000 ans. Ils laissèrent derrière eux des os, des outils de pierre, quelques gènes de notre ADN et une foule de questions sans réponse. Ils ont aussi laissé derrière eux Homo sapiens, la dernière espèce humaine, nous. Quel est le secret de la réussite des sapiens? Comment avons-nous réussi à nous établir aussi rapidement dans tant d'habitats distants et écologiquement différents? Comment avons-nous refoulé dans les oubliettes toutes les autres espèces d'hommes? Pourquoi même les Néandertals, robustes, résistants au froid et malins, n'ont pu survivre à notre assaut? Le débat continue de faire rage. La réponse, la plus probable, est la chose même qui rend le débat possible. C'est avant tout par son langage unique qu'Homo sapiens a conquis le monde.